3 mauvaises conceptions du bonheur qui t'empêchent d'être heureux. Le bonheur, être heureux. Voilà sans doute les 2 réponses que tu obtiendras le plus si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent dans la vie. Les moyens mis en œuvre pour y parvenir seront sans doute différents d'une personne à l'autre, mais la destination annoncée sera la même. Tout le monde veut être heureux. La recherche du bonheur, Pursuit of Happiness, serait même inscrite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis comme l'un des droits inaliénables des citoyens américains. Pourtant, aujourd'hui, en France, on estime que 20% de la population a souffert ou souffrira d'une dépression dans sa vie, et ce en dépit de l'amélioration constante des conditions de vie. Depuis de nombreuses années, notre pays se place dans le classement des plus gros consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques d'Europe. Comment expliquer qu'on soit capable d'envoyer des gens dans l'espace, de décoder la molécule d'ADN ou de faire pousser des oreilles humaines sur le dos des souris, mais que si peu de gens se déclarent profondément heureux ? Comment se fait-il que l'on soit souvent incapable d'obtenir cette chose que l'on désire tellement, malgré tous nos efforts ? Et si on s'y prenait mal ? Et si on ne parvenait pas à être heureux simplement parce qu'on se trompe sur ce qu'est le bonheur ? Et si on poursuivait des mirages ? Voilà 3 manières de concevoir le bonheur qui peuvent produire exactement le contraire de ce que l'on cherche. Commençons par du facile. Pour être heureux, il faut être riche. Alors je sais, la sagesse populaire dit explicitement que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais à l'heure où l'équivalent des héros grecs sont les entrepreneurs milliardaires et où le seul point commun des modèles de réussite est de faire de la caillasse qu'importe comment, on est en droit de se demander si cette sagesse populaire a encore bonne presse. Ne serait-elle pas devenue l'équivalent financier du « l'important c'est de participer », une phrase que se répètent les perdants pour mieux digérer leur sort ? De plus, une étude très sérieuse a montré que le sentiment de bien-être émotionnel et de satisfaction dans la vie était positivement corrélé au niveau de revenus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On nous aurait menti ? L'argent rendrait-il heureux ? Eh bien ce n'est pas aussi simple. Déjà, cette étude montre que l'impact du revenu est presque nul en ce qui concerne le bien-être émotionnel, au-delà des déjà très confortables 6 000 € de revenus par mois. Donc en plus de t'apprendre qu'être milliardaire ne rend pas nécessairement plus heureux que gagner juste très bien sa vie, ça te donne le montant de tes prétentions salariales pour ton prochain entretien d'embauche. Cela peut s'expliquer par le fait que nos désirs ont ceci d'embêtant qu'ils trouvent toujours le moyen d'être légèrement supérieurs à notre capacité à les satisfaire. Et comme notre société produit de quoi frustrer toutes les bourses, on peut être riche au million et être malheureux de ne pas être riche au milliard. Les choses sont bien faites quand même. Un Fillon avouant sans trembler du menton chez Bourdin qu'il n'est pas capable de mettre un sou de côté n'exprime rien d'autre que cela. Le simple fait que l'on trouve des personnes heureuses et misérables quel que soit leur confort matériel ou financier devrait suffire à te convaincre que l'argent ne rend pas heureux en soi. Des stars, des grands chefs d'entreprise, des héritiers qui se suicident ou font des dépressions, plus ou moins médiatisées, ça ne manque pas. Rien qu'en France, un quart des personnes ayant commis des tentatives de suicide ou l'envisageant sérieusement en 2016 étaient issues des catégories professionnelles à haut revenu. Mais comment leur expliquer les résultats de cette étude ? Je crois que si l'argent ne fait pas le bonheur, la misère de son côté est un bon prédicateur d'insatisfaction dans la vie. Devoir choisir entre payer des vêtements pour tes enfants, acheter de la nourriture de qualité, réparer la voiture qui t'emmène au boulot tous les matins et partir en vacances est le genre de dilemme que personne ne devrait avoir à faire et qui est à coup sûr générateur d'un stress négatif assez incompatible avec l'idée du bonheur ou du simple confort émotionnel. Avoir un revenu suffisant pour être libre de ce genre de choix est déjà un luxe non négligeable qui permettrait d'expliquer l'augmentation de la satisfaction dans la vie et le montant, certes élevé mais pas pharaonique, à partir duquel elle ne monte plus. Autre argument habituellement employé en faveur de la money, elle permettrait d'avoir accès à plus d'expériences de vie positive. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de passer l'été à faire du hors-bord dans les Caraïbes, de manger du homard tous les midis et de siroter des pina coladas devant le coucher du soleil en compagnie d'un mannequin russe que de se taper les bouchons du mois d'août sur l'autoroute du soleil dans ta Fiat Panda non climatisée pour aller t'entasser sur une plage bondée avec une canette de mauvaise bière tiède, pas vrai ? Ce serait oublier bien vite que nous sommes des êtres de contraste. Notre plaisir provient plus de passer du froid au chaud que de rester à une hypothétique température idéale dont on ne jouit plus dès lors qu'on s'y est habitué. C'est pourquoi les industriels du luxe doivent rivaliser d'ingéniosité pour offrir aux milliardaires des gadgets toujours plus dingues à embarquer sur leur yacht, sans quoi ceux-ci s'y emmerdent royalement très rapidement. Passé la joie extatique qui pourrait résulter d'une importante augmentation de salaire et des possibilités nouvelles qui en découleraient, tu peux facilement retrouver tes habitudes de vie, les travers émotionnels que tu connaissais avant et te plaindre d'un pli sur les droits de soi de ta suite présidentielle. En conclusion, si la pauvreté est souvent synonyme de misère, la richesse n'est pas pour autant synonyme de bonheur. Passé un certain niveau de confort, notre satisfaction dans la vie dépend bien plus de nos dispositions mentales que de nos conditions de vie. La croyance selon laquelle l'argent ferait le bonheur est en partie due à une autre de nos mauvaises conceptions du bonheur, à savoir que, pour être heureux, il faut avoir un maximum de plaisir. Alors pour commencer, le plaisir est une chose très importante dans la vie. Il n'y a absolument aucun mal à se faire du bien, et toute cette section ne considère pas le plaisir d'un point de vue moral. Les émotions positives en grand nombre contribuent fortement au bonheur des gens qui se disent heureux. Mais le plaisir ne peut pas être une fin en soi.
Pourtant, notre belle société, souvent plus soucieuse de la manière dont on dépense nos sous que de celle dont on vit notre vie, aimerait qu'on le croie. Bon nombre d'objets de consommation qu'elle nous propose tentent de générer notre désir et donc l'acte d'achat en nous promettant le plaisir. Ils sont conçus spécialement pour nous délivrer la sainte sensation, parfois au détriment de notre santé, de notre porte-monnaie ou de notre vie sociale. Par exemple, la nourriture industrielle est conçue avec le parfait équilibre entre le gras et le sucre pour pouvoir mettre le maximum de l'un et de l'autre sans provoquer ton dégoût tout en activant au maximum les circuits du plaisir de ton cerveau. De même, les concepteurs de jeux vidéo, par exemple, utilisent aujourd'hui les dernières découvertes en psychologie cognitive et comportementale pour créer les jeux les plus valorisants et les plus addictifs. Tout ça pour ton plaisir. Et leur porte-monnaie, évidemment. Enfin, tu n'es jamais à plus de 2 clics, et encore je sais pas quels onglets t'as ouvert en même temps que cette page, d'immenses banques de données pornographiques spécialement façonnées pour répondre à tous tes fantasmes, même ceux que tu gardes secrets au plus profond de toi. Le plaisir nous est tellement accessible et de manière tellement simple qu'il est facile d'en faire l'objet d'une quête effrénée qu'on prendrait à tort pour la sacro-sainte recherche du bonheur. Mais tu sais ce que deviennent les gens pour qui le plaisir est la seule chose à rechercher ? Des addicts. De toutes sortes. Qu'ils soient accros au crack, à la weed, au sexe, à la bouffe, aux jeux d'argent ou aux sensations fortes, tous l'ont à un moment placé comme valeur supérieure à poursuivre pour être heureux. Et comment tu penses que ça se termine, ce genre d'histoire ? Pas très bien, généralement. Parce que le problème avec le plaisir, c'est qu'il nous asservit très rapidement. Comme on ne contrôle malheureusement pas ce qu'il déclenche, on devient l'esclave de nos penchants naturels. Alors si ça se trouve, toi, ce qui te fait décoller, c'est de boire des smoothies, de faire du vélo d'appartement ou d'écouter The Thong Song de Cisco en boucle. Mais si t'as moins de chance, ça peut aussi être l'héroïne, courir tout nu dans la rue, ou l'interdit des relations sexuelles extra-conjugales en plein air, ce qui peut plus facilement mal tourner. Par ailleurs, dans le même esprit que l'histoire du contraste, notre cerveau est fait de telle sorte qu'il finit par s'habituer à ce qu'on lui donne régulièrement, et à nous en demander toujours plus pour produire les mêmes effets, ce qui n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour la team plaisir. Enfin, les personnes uniquement guidées par le plaisir sont souvent extrêmement superficielles, volages et en dilettantes. Elles sont aussi souvent très seules car incapables de faire face à la frustration, incapables de faire un compromis qui mettrait en péril leur plaisir potentiel et donc incapables de nouer de vraies relations. Même quand les autres sont impliqués dans leur plaisir, ils sont souvent perçus comme des moyens de l'obtenir et non comme des personnes à part entière. Donc le bonheur, ce n'est ni l'argent ni le plaisir. Peut-être alors qu'il s'agit de supprimer ses angoisses et ses émotions négatives. Pour être heureux, il faut régler tous ces problèmes. La plupart des gens conçoivent le bonheur comme un état stable de bien-être, de plénitude, d'absence d'inquiétude et de problèmes. Il suffirait donc, pour être heureux, de parvenir à réunir les conditions matérielles du bonheur, d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés ou de régler tous nos soucis. C'est ce qui conduit à formuler sa quête du bonheur de cette manière. Tout ce que je demande c'est « si seulement j'avais » ou le plus commun « je serais vraiment heureux quand ». Derrière, tu peux mettre ce que tu veux. Quand je changerai de boulot, quand je serai à la retraite, quand j'aurai trouvé l'amour, quand je me serai fait 1 million d'euros, quand j'aurai déménagé dans un appartement plus grand, quand je porterai 150 kilos au développé couché, quand j'aurai mis 300 filles dans mon lit, quand je me serai acheté l'iPhone 10. Mais devine quoi ? C'est des conneries. C'est peut-être même la conception du bonheur la plus dévastatrice car la plus insidieuse. Le bonheur ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une chose qu'on peut accomplir, une destination qu'on atteint, un problème qu'on peut régler. Les problèmes ne seront jamais résolus. Il y en aura toujours de nouveau, quelle que soit ta situation. Cette ligne d'horizon s'enfuit toujours à mesure que tu t'en approches. Et ce n'est pas grave, les problèmes et notre désir de les résoudre sont au contraire une des choses qui nourrissent notre vie. Le bonheur n'est pas un bien de consommation, ce n'est pas quelque chose que tu peux posséder, gagner ou achever. Si tu perçois toujours le bonheur comme cet état qui arrivera quand tu auras réglé tes problèmes, ton attention se porte sur les problèmes, sur ce qu'il te manque. Et c'est précisément l'une des choses qui nous rend malheureux. Croire qu'il nous manque toujours quelque chose. Vouloir ce bonheur est une chimère. Bien sûr, là aussi, c'est une chimère que la société nous somme de poursuivre. C'est même précisément grâce à cette idée qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que t'achèterais si tu pensais qu'il ne te manque rien ? L'homme qui pense qu'il a déjà tout ne consomme pas. Seule une personne qui croit qu'il lui manque quelque chose et qu'avec cette chose elle sera enfin complète, enfin heureuse, fait chauffer sa carte bleue. Le bonheur comme un état à accomplir est un merveilleux phare gentiment placé devant nous pour nous mettre en mouvement. Une belle carotte mise sous notre nez pour nous faire aller au boulot, gagner des sous-sous, grimper l'échelle sociale et aspirer à avoir la vie de Dan Bilzerian. C'est une règle implicite de notre monde. Si tu fais tout bien comme il faut, tu auras la récompense tant attendue. Sauf que lorsque tu auras atteint ce truc qui te faisait tant rêver, qui devait te compléter et qui manquait à ton bonheur, tu seras toujours ce bon vieux toi, névrosé, mais avec des trucs en plus et de nouveaux problèmes à gérer. Et tu auras juste l'impression de t'être fait avoir. Alors finalement, c'est quoi le bonheur ? Au-delà du bonheur. Le bonheur, c'est juste un mot, une idée. Ça ne désigne ni un objet, ni même un état mesurable physiquement. Pour ce que t'en sais, ça pourrait juste être un concept inventé par les hommes pour te vendre des iPhones. Au mieux, c'est un jugement subjectif qu'une personne peut porter sur son existence. Mais sur quoi elle se base ? Souvent sur ces mêmes conceptions dont on vient de parler.
Je crois que quand tu demandes à quelqu'un s'il est heureux et qu'il répond oui, ça peut vouloir dire deux choses. Tout d'abord qu'il est joyeux, là, tout de suite, ce qui est formidable, mais qui n'est pas durable, qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du bonheur. Et puis de manière plus profonde et sans doute plus intéressante, qu'il ne lui manque rien, qu'il a ce qu'il lui faut. Non pas nécessairement parce qu'il a tout ce qu'il a toujours désiré, mais parce qu'à ce moment-là, il ne veut pas plus que ce qu'il a. Et si le secret, c'était justement d'arrêter de vouloir être heureux? Après tout, vouloir être heureux, c'est déjà se placer dans une position où le bonheur nous fait défaut, où quelque chose nous manque. Peut-être qu'il y a mieux à faire dans la vie que d'être heureux. Peut-être que la clé, c'est justement de faire son bonheur et pas de vouloir le ressentir. George Bernard Shaw a écrit que le secret d'une vie misérable, c'est d'avoir le loisir de se demander si on est heureux ou non. Peut-être que ce qui est plus important que le bonheur, c'est de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui a du sens, aussi bien en termes de signification qu'en termes de direction. Ce n'est pas une vie dénuée de souffrance ou vécue dans un état illusoire d'extase permanent et d'absence de problème, mais une vie dans laquelle tu agis encore et encore pour les choses dans lesquelles tu crois. Une vie avec des problèmes que tu peux, que tu sais et que tu aimes résoudre. Je ne me suis jamais senti aussi misérable et impuissant dans ma vie que lorsque j'avais le sentiment que ce que je faisais n'avait absolument aucun sens. C'est ce qui arrive lorsque tu subis un grand bouleversement comme un décès, un accident ou la perte de quelqu'un ou quelque chose qui t'est cher. Ta vision du monde s'en trouve chamboulée et tu te retrouves face à l'absence du sens, l'écrasante absurdité de l'existence. C'est ce qui arrive aussi lorsque tu perds de vue tes valeurs, ou qu'elles ne sont pas assez puissantes pour éclairer le chemin devant toi. Une vie qui mérite d'être vécue, c'est une vie qui fait exister quelque chose de plus grand que toi, au-delà de ta propre personne. Ça peut être une grande cause comme l'amour, la joie, la bonté, la clémence, la vérité, la justice, la famille, l'amitié, mais aussi de petits ouvrages comme l'écriture, la sculpture sur bois ou la peinture sur bottes d'asperges. Quelle que soit cette chose pour toi, c'est le fait de la faire exister par tes actions qui donnera un sens à ta vie. C'est ce qui peut te faire supporter bien des souffrances et bien des problèmes. Nietzsche, qui n'était pas la moitié d'un con, a dit que celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Je crois que c'est ce qui est partagé par l'ensemble des gens qui se considèrent heureux, quelles que soient leurs conditions de vie. Riches, pauvres, beaux, laids, valides, handicapés ou fans de Christophe Maé. Une des choses qui est également commune à l'ensemble des gens qui se déclarent profondément heureux, c'est la richesse et la profondeur de leur relation avec les autres. Et curieusement, prendre soin des autres donne plus de bonheur que de recevoir leur affection. Là encore, il s'agit de transcendance. Nos relations avec les autres dépassent notre simple personne. Lorsque tu deviens père, épouse, ami ou petit ami, tu crées un lien significatif avec un autre que toi. Et en existant dans leurs yeux, en ayant des actions orientées vers le maintien et l'amélioration de ces liens avec cet autre, ta vie prend du sens et d'un coup vaut la peine d'être vécue. Dans l'introduction de cet article, j'ai à dessein utilisé le conditionnel pour évoquer l'existence du droit à la recherche du bonheur dans la Constitution des États-Unis. Ce n'est pas parce que je doute que ce droit y soit inscrit, car il figure bel et bien à la Déclaration d'indépendance, mais parce qu'en réalité, l'expression « pursuit of happiness » est mal traduite. En 1776, le verbe « to pursue » ne signifiait pas poursuivre, chasser, mais pratiquer. Le bonheur revêtait également un sens différent à l'époque. Il s'agissait du sentiment de bien-être et de l'estime de soi qui émanait d'une action favorable à la communauté et à la vie civile. En gros, c'était moins va chercher bonheur que mettre en pratique des actions qui servent des causes supérieures à ta simple personne. Peut-être qu'en arrêtant d'essayer d'être heureux et en menant une vie plus riche de sens, tu serais vraiment heureux. Mais t'en soucierais-tu encore ?